Il y a un adage africain qui dit: quand deux éléphants se battent dans la forêt, seules les fourmis en pâtissent. Ce qui nous amène à nous poser la question de savoir, quand les deux éléphants de la forêt fument le calumet de la paix, est-ce que les fourmis véritablement jouissent des fruits de cette accalmie? C'est la question que nous allons poser ce soir à M. Larrey dans le contexte de la guerre États-Unis-Iran. Qui a développé la richesse du pays? C'est la population du pays qui a fait cela, oui. Ce qui motive notre joie, c'est la grande voix du peuple éduqué par Verdemin. Monsieur Larrey, aujourd'hui, les États-Unis et l'Iran sont en train de fumer, du moins un semblant du calumet de la paix. Quelle serait la répercussion dans un monde où la démocratie économique est un principe cardinal de cet accord de paix? C'est la question que nous vous posons ce matin. Merci beaucoup. Vous savez bien l'impact, je dirais négatif, que cette guerre injuste-là a donné à l'humanité, notamment aux pays africains, à d'autres peuples. Qui n'étaient même pas du tout concernés par cette guerre. Concernés, mais qui se retrouvent à être négativement impactés. Donc, arriver à un accord de paix ne peut que réjouir plus d'un. Parce qu'un homme qui a toute sa conscience n'est pas libre quand il entend parler de guerre, même si c'est loin de lui. Parce que quand on va finir de détruire le voisin, peut-être c'est votre tour. Donc, la guerre doit être évitée. Et pour éviter la guerre, il faut cultiver la paix. Et contrairement à ce qu'on nous a fait croire, que qui veut la paix prépare la guerre. Et ce que les Trump ont fait. Et après avoir bombardé ou tué des gens, détruit des villes entières, et finalement on revient à parler de la paix. Comme si on ne pouvait pas parler de la paix pour éviter toute cette tuerie qui a donc eu lieu à cause donc, des bombardements et tout. Donc, l'humanité ne peut que se réjouir et souhaiter que les autres points de la terre où il y a encore le sang qui verse, parce que sous des bombardements, sous des fusillades, que tout soit cessé pour que véritablement qu'il y ait la paix sociale, il y a la paix politique, et que nous puissions véritablement te dire que nous sommes arrivés à une civilisation où la vie de l'homme a un prix et a du prix, et que la vie de l'homme est sacrée, qu'il faut la préserver par tous les moyens. Aujourd'hui, on lit, sinon qu'on a lu au cours de cet épisode de la guerre, qu'il y a eu une forte inflation au niveau des denrées alimentaires, une forte inflation au niveau des produits pétroliers, une forte inflation dans tout ce qui est système économique mondial. Est-ce que cette paix aujourd'hui nous garantit un retour à la normale? C'est ce que nous attendons de plein pied, parce que comme nous le parlions, nous avons été impactés par cette guerre, par le fait même que les prix des hydrocarbures ont enflé. Et vu que les prix sont renchéris, donc automatiquement, les prix des autres choses doivent s'enchérir parce que les hydrocarbures aussi interviennent pratiquement dans tous les activités économiques. Oui. Donc ça fait que tous les secteurs ne pourraient qu'être impactés. Donc, arriver à un cessez-le-feu qui va donc permettre à ce que le détroit d'Ormuz soit totalement ouvert, ça ne peut que normalement faire revenir au prix peut-être d'avant la guerre. Nous, on a peur. Nous, on a peur aujourd'hui de retourner dans nos stations et de revoir les prix d'avant-guerre, de revoir les prix d'avant les crises israéliennes, iraniennes, libanaises. Est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il un mécanisme de la démocratie économique qui pourrait nous aider à retourner dans un passé heureux pour pouvoir avancer dans un avenir meilleur? Oui, je vais d'abord dire que la démocratie économique, c'est une économie de paix. Une économie de paix dans son ensemble, la paix dans son authenticité. Parce que la démocratie économique se propose de corriger l'actuel système économique actuel, qui est une économie de guerre. Et vous allez voir mais qui profite quand même à certaines catégories de personnes. Et ils sont combien? Peut-être à peine 1%
qui sortent gagnants donc, des guerres qu'ils provoquent. Ah oui, parce que les guerres sont provoquées pour faire vivre le système. Et je crois qu'on a eu ici une émission dans laquelle nous avons parlé d'un système qui vit des guerres et que pour survivre, doit toujours faire les guerres. Et si la guerre est un moyen de subsistance d'une certaine nation, d'une certaine frange de la population que vous identifiez bien en les classant dans les 1%, les 99 autres pourcents qui restent ne peuvent-ils pas influencer véritablement cet état de choses? Oui, si d'abord nous prenons la démocratie comme étant la volonté de la majorité, donc ceux qui restent, qui sont des victimes des guerres, sont nombreux. S'ils sont à plus de 99%, ça veut dire qu'on doit tenir compte de leur intérêt pour véritablement travailler à la paix, pour instaurer un système qui favorise la paix. Et ce système économique n'est autre que la démocratie économique. Parce que voilà, dans le système actuel, ceux qui font la guerre, comme vous le dites, ils en profitent. Ils tirent des intérêts. Quand je prends les lobbies d'armement, ils ont produit, voilà, comme produit, c'est la consommation qui reste. Le but de la production, c'est la consommation. Et vous savez comment on consomme les armes? C'est dans les champs de bataille. Voilà. Et qu'il n'y ait pas de champs de bataille, pas dans des tueries humaines. Donc il faut toujours trouver les points chauds. S'il n'existe pas, il faut en créer pour permettre aux instituts d'armement d'écouler leur production. Voilà pourquoi on a les guerres. Nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale. La guerre entre l'Iran et les Américains, les Israéliens, d'autre part, c'est un épisode de la Troisième Guerre mondiale. Les autres guerres sont des épisodes de la Troisième Guerre mondiale. Parce que depuis 1945, le nombre de morts sous des fusils et tout dépasse ceux qui sont morts pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant la Première Guerre mondiale. Donc nous sommes en plein pied dans la Troisième Guerre mondiale, mais qui ne dit pas son nom, mais qui se fait pas en partie ou bien qui se fait de façon démembrée sans qu'on ne sache. Je crois que le défunt pape François avait parlé de ça, que nous étions dans la Troisième Guerre mondiale. Et donc, tout est réuni vraiment pour qu'on sache que vraiment nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale. Vous voyez, pour un petit pays comme l'Iran, voilà, tout ce qu'on a mobilisé. L'armada voilà. militaire, les ressources financières qui n'ont jamais été mobilisées pour des causes de la faim dans le monde. Et tout ça a été mis à la disposition de la guerre pour essayer de détruire l'Iran. Alors, comme on avait les moyens de négocier, si aujourd'hui qui nous coûterait presque rien. Exactement, se retrouvent sur la même table pour signer un accord de paix, ça veut dire qu'on pourrait faire pour éviter la guerre. Mais comme les industries d'armement doivent vendre, comme le budget militaire américain doit être utilisé, il faut trouver un moyen de les utiliser. Mais tout ça pour enrichir toujours une minorité, une plutocratie. Les lobbies d'armement et les financiers, eh bien, c'est ceux qui les financent. Donc, ils ont investi, ils doivent payer les prêts. Donc, il faut faire consommer la production pour pouvoir trouver. Et comme on le sait, la production des armes, c'est la guerre. La consommation des armes, oui, je le dirais, donc c'est la guerre. Donc, fondamentalement, il faut qu'on revienne, ou bien il faut qu'on aille à la démocratie économique qui nous garantit la paix. Sinon, on va aller toujours de guerre en guerre. Après avoir atteint leurs objectifs, on va dire, bon, on va signer un accord de paix. Parce qu'ils ont atteint les objectifs. Hein. L'Iran a été gravement détruite. Donc, il faut maintenant parler de la reconstruction. Et tenez-vous bien, qu'est-ce qu'il va reconstruire? Ceux qui ont financé la guerre, c'est les mêmes qui viendront faire des prêts pour la reconstruction de l'Iran. Donc, le budget de la défense américaine va être associé peut-être à d'autres fonds pour essayer de reconstruire. Maintenant, la reconstruction va être confiée encore aux entreprises venant d'un même pays. Et pourquoi maintenant c'est les États-Unis qui évaluent combien le coût de la production, combien va revenir la reconstruction? Pourquoi c'est eux? Est-ce que c'est à eux? Donc, mais puisque c'est un business, les objectifs sont atteints, maintenant il faut revenir faire semblant de reconstruire, mais on pouvait éviter de détruire. C'était ça, plus sage comme ça. Il faut éviter de détruire. Au lieu de détruire, revenir construire. Là, ce n'est pas humain. Ce n'est pas vraiment sage. Mais voilà comment notre monde fonctionne avec le système économique actuel. Donc, fondamentalement, ceux qui rêvent à la paix, qui sont épris de paix, de justice, doivent travailler pour que nous puissions aboutir à l'application
de la démocratie économique pour préserver notre humanité de cette tuerie. On n'en a pas besoin. Nous sommes des hommes. Pourquoi tuer nos semblables avec des instruments de destruction massive? On bombarde, on tue. On bombarde, on tue. Et après, on revient, on dit, on reconstruit. Mais est-ce qu'on peut reconstruire les vies perdues? Les villes détruites, les bâtiments détruits, les immeubles, d'accord, on peut les reconstruire. Mais est-ce qu'on peut reconstruire une vie enterrée sous ces décombres? Ce n'est pas possible. Donc, tant que la vie humaine n'est pas mise au centre de l'économie, on va vivre ce que nous vivons. Donc, la démocratie économique met l'homme au centre, met la vie humaine au centre. On ne peut pas, quelles que soient les raisons, éliminer une vie humaine parce que, voilà, telle industrie d'armement doit continuer à fonctionner, tel emploi doit être préservé, parce que, voilà, on doit avoir la croissance. Donc, il faut détruire pour reconstruire. Et là, c'est du gâchis. C'est de la destruction des biens de l'environnement. Parce que, voilà, tout ce qu'on a détruit, il faut reprendre encore la reconstruction. Pour reprendre la reconstruction, ça demande des ressources qu'il faut puiser de la terre. Et tout. Donc, fondamentalement, le système économique actuel détruit non seulement les vies humaines, mais aussi l'environnement au nom de la croissance économique. Merci, Monsieur Larrey. Et je dirais simplement, la croissance, un prétexte pour détruire et conduire le monde vers l'abîme. Mais la démocratie économique met l'économie au service de l'humain et non l'humain au service de l'économie. Merci de nous avoir suivis sur ce numéro et nous vous invitons à nous rejoindre sur nos différents canaux, à partager, commenter et aimer nos publications. Et à très bientôt. Merci.